En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. Dans le précédent épisode de Moment M l'horlogerie, nous avons fait la découverte de Hublot, une marque qui fait beaucoup de choses mais sûrement pas l'unanimité. Aujourd'hui, nous prendrons la direction de plusieurs maisons qui mettent la plupart des passionnés d'accord sur l'indifférence que procure leur modèle. Même s'il faut reconnaître que certains font mieux que d'autres et se hissent petit à petit à un niveau respectable. Ce sera l'occasion pour nous d'aborder la difficulté d'exister sur un marché au savoir-faire artisanal comme celui de l'horlogerie, mais aussi l'occasion d'insister sur l'importance du client idéal et d'aborder une facette un peu différente du marché de l'horlogerie, une facette qui fait de la montre un accessoire de mode plus qu'un objet d'art, quoique. Nous sommes en 1970, à Florence, en Italie, où les dirigeants de la maison Gucci posent les bases de leur stratégie de diversification. La maison, fondée en 1921 par Guccio Gucci, a bien grandi et elle cherche à prendre toujours plus de place dans un marché du luxe qui ne cesse de croître. Et dans le luxe, il y a un marché qui est encore vierge de l'influence des géants de la mode et de la maroquinerie, c'est l'horlogerie. C'est pour ça que Gucci décide d'octroyer une licence à l'entreprise suisse Séverin Montres, fondée par Séverin Wunderman, entrepreneur charismatique, pionnier de l'industrie horlogère et collectionneur d'origine belge. Près de 30 ans plus tard, en 97, Gucci prendra même le contrôle total de la manufacture située au cœur de la Chaux-de-Fonds. Sur le papier, on pourrait donc dire que Gucci fabrique des montres ni plus ni moins bonnes que d'autres, ce que les propos de Piero Braga, le PDG de Gucci Montres, tendent à confirmer. Apposer notre logo sur un modèle de mauvaise qualité est aux antipodes de notre approche de la montre dite de mode. En revanche, créer une collection qui soit juste, avec un bon positionnement sur le marché, nous semble fondamental. L'an dernier, nous avons produit un demi-million de montres, mais ces volumes devraient un peu baisser cette année, car nous allons croître en valeur. Si jusqu'alors, le cœur de notre offre horlogère se situait entre 700 et 1000 euros, il va passer à une fourchette oscillant entre 1000 et 1500 euros. Même si nous continuons les modèles d'entrée de gamme, car ils génèrent du passage, notre ambition est de proposer des montres un peu plus haut de gamme. C'est dans cette optique que nous allons développer davantage de montres automatiques, mais aussi des modèles plus précieux que nous présenterons au Baselworld, comme cette timeless mécanique en or et cadran de pierre dure à 14 000 euros. Elle s'adresse à nos clients du prêt-à-porter qui aiment les pièces luxueuses. Il y a plusieurs enseignements à ces propos. D'abord, Gucci veut être associé à la qualité, quoi de plus normal finalement. Une entreprise du luxe ne peut pas dire le contraire. Sauf qu'en horlogerie, il y a qualité, et Gucci a choisi son camp, comme l'indique la suite des propos. Quand Braga parle de bon positionnement, il veut dire pas trop cher pour ne pas se voir opposé aux manufactures traditionnelles évoluant dans cette gamme de prix. Seiko, Tissot ou Michel Herbelin par exemple. Quant à la fourchette des 1000-1500 euros en place aujourd'hui, elle sera un passage difficile pour la marque tant la concurrence à ce niveau est réelle et les alternatives sont légion. Ceci dit, venons-en au troisième point qui me semble essentiel à noter, la sémantique. On voit ici que le PDG utilise un vocabulaire bien précis, préparé. Il fait usage de ce qu'on appelle des éléments de langage, un exercice pratiqué en politique pour homogénéiser les discours d'un camp et renvoyer un message précis, quel que soit le messager et le lieu de son discours. Ce que fait Gucci ici, c'est faire le rapprochement avec la mode et le prêt-à-porter, soit ses origines, là d'où elle tient sa crédibilité. C'est ici que tient le positionnement de Gucci dans les montres, et il lui sera très difficile de faire autrement. Gucci propose des montres pour ceux qui veulent plus de Gucci, plus de diamants, plus de Mathieu Vu, pas pour ceux qui aiment les montres. En tout cas, ce n'est pas chez cette clientèle-là qu'elle va chercher sa croissance, une croissance réelle sur un marché porteur. Alors les montres, un bon plan pour Gucci, ça semble l'être. Sur le plan business, grâce à un positionnement contrôlé, les montres sont vendues comme des accessoires, qui comme tous les accessoires de la marque sont chers, voire très chers. Et si loin de moi l'idée de remettre en cause le savoir-faire horloger de l'entreprise, il est clair que son ambition est loin de celle d'une marque qui veut se faire une place dans l'horlogerie de luxe. Ce positionnement, c'est celui sur lequel travaille Louis Vuitton. Quittons donc le groupe Kering, propriétaire de Gucci, pour filer chez LVMH. C'est en 2002 que la maison fondée en 1854 par le laillotier emballeur Louis Vuitton se lance dans l'horlogerie. Mais n'y allons pas par quatre chemins. L'ambition est ici très différente de celle de Gucci. Louis Vuitton est là pour créer une vraie belle montre, pas pour imprimer son logo sur un énième accessoire de mode. Sous l'impulsion de Bernard Arnault, la marque lance sa première collection de montres baptisée Tambour. Cette première ligne, dessinée et ainsi nommée en hommage à la première montre miniature créée en Occident en 1540, marquera l'empreinte de Louis Vuitton sur le secteur de l'horlogerie de luxe. Équipée du mouvement maison
maison LV277, la tambour est le fruit de gros investissements. Le succès est globalement au rendez-vous et le modèle est décliné en de nombreuses variantes année après année. Mais l'idée de Louis Vuitton est d'entrer réellement dans le paysage de l'horlogerie de luxe et de faire en sorte que son nom résonne comme une véritable alternative pour les passionnés, ce qui est aujourd'hui, ne nous cachons pas, loin d'être le cas. Pour cela, Louis Vuitton a mis le paquet en développant sa fabrique du temps, dont elle résume le concept par ces mots. Louis Vuitton a choisi de réunir les meilleurs artisans horlogers au sein de sa manufacture, la Fabrique du Temps, à Genève, afin de poursuivre sa quête d'excellence en termes de savoir-faire, d'innovation et de créativité. Maîtriser tous les secrets de la haute horlogerie pour mieux les réinterpréter avec le plus grand savoir-faire, associer l'esprit d'indépendance d'un horloger aux dynamiques d'une grande maison, offrir un environnement à la fois axé sur la haute technologie et propice à l'imagination. Tels sont les principes clés de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. Bien sûr, le discours ici est marketing, mais la réalité est ce qu'elle est. LV fait des efforts importants pour être respecté sur un marché qui ne donne ses lettres de noblesse qu'à de rares occasions. Première étape dans l'obtention du Graal, le Poinçon de Genève. Créé en 1886, l'organisme sans vocation commerciale se pose en garant d'une excellence horlogère de très haut niveau. Cette certification exclusive n'a été décernée qu'à quelques rares manufactures situées dans le canton de Genève, dont celle de Louis Vuitton, preuve de l'expérience et du savoir-faire horloger de la maison. Outre le technique et l'art horloger, Louis Vuitton mise alors sur son image et son univers traditionnel, celui du voyage. Ainsi qu'il s'agisse de développer de nouvelles complications, d'améliorer les fonctionnalités, de créer de nouveaux cadrans ou d'imaginer des garde-temps totalement inédits, l'art du voyage est au cœur de chaque création. La tambour, sous ses multiples références et variantes, allant de 3 000 à plus de 45 000 euros selon les complications et les matériaux, est une vraie montre. Une de celles qu'on peut regarder et autour de laquelle on peut discuter. Mais elle est encore loin de l'indispensable à posséder dans une collection. La faute à une histoire encore trop récente ? Peut-être, même si Richard Mille a montré qu'être un bébé n'empêchait pas d'être respecté. La faute à une marque trop importante alors. Peut-être, même si c'est contre-intuitif, Louis Vuitton est un géant qui renvoie beaucoup de choses. La maroquinerie, le voyage, le luxe, mais pas encore l'horlogerie. Car finalement, peut-on réussir dans l'horlogerie en faisant tout un tas d'autres choses? Sous le même nom, la question se pose. Il y a une marque qui va nous aider à comprendre tout ça, à moins qu'elle ne soit l'exception qui confirme la règle. Nous sommes rue Basse du Rempart à Paris en 1837, et le monde ne sait pas encore l'ampleur que prendra l'atelier de harnais et de selle ouvert par Thierry Hermès. Mais ce n'est que 75 ans plus tard, longtemps même, après le décès de son fondateur, que la maison Hermès crée sa première montre. C'est Émile Hermès qui en 1912 réalise la première toquante de la marque dans ses ateliers, un cadeau pour Jacqueline, sa fille de 9 ans. La suite n'est pas aussi évidente que l'on l'imagine, et si Hermès fait partie des premières entreprises à réaliser des bracelets de montre, le lien entre l'art du sellier et celui de l'horlogerie étant pour le moins étroit, elle ne débutera officiellement dans l'horlogerie qu'en 1928. Ni par opportunité de marché, ni par sens aigu des affaires, mais sur demande de ses clients. La montre Hermeto sort donc en 1928 comme la montre ceinture pour golfeurs. Plus tard, une autre icône, le modèle Miami, sortira en 1935, renforçant le savoir-faire d'Hermès en la matière et le lien profond entre sellerie et horlogerie. Faisons maintenant un bond dans le temps pour se retrouver en 1978 à Vienne. C'est dans cette commune suisse, au pied du flanc sud de la chaîne du Jura et en aval du lac auquel elle a donné son nom, que s'implante la montre Hermès SA, filiale dédiée à l'horlogerie. Toujours dans l'obsession de faire le lien entre deux univers, Hermès développera plusieurs modèles, dont l'Arceau, inspiré de l'étrier, toujours au catalogue aujourd'hui. Suivront la Clipper en 81, dont la forme fait penser à celle d'un hublot, puis 10 ans plus tard, la Cap-Code, designée par Henri Dorigny. À l'origine, elle s'inspirait du bracelet chaîne d'encre et inscrivait son boîtier rectangulaire dans le maillon emblématique de la maison. La Cap-Code se porte depuis 1998 sur un bracelet double tour, autre signe de reconnaissance de la maison. En 1997 sort un autre classique, l'heure H, dont le boîtier adopte la forme d'un H clin d'œil à l'initiale d'Hermès. En 2003, la marque pousse la technicité de ses montres beaucoup plus loin et collabore avec Vaucher Manufacture Fleurier pour la montre dressage, équipée d'un mouvement mécanique de haute horlogerie assemblé à la main dans les ateliers de Fleurier. Suivront la dressage phase de lune et quantième rétrograde, la Cap-Code avec réserve de marge de 8 jours et heures sautantes, puis l'adressage quantième annuel. La réussite est là, si bien qu'en 2006, Hermès rentre à hauteur de 25% dans le capital de Vaucher Manufacture Fleurier. Une association qui débouchera notamment sur le premier mouvement exclusif Hermès, le calibre H1, fruit de 5 ans de développement commun. Une montée en puissance qui confirme l'entrée d'Hermès dans le cercle des marques de haute horlogerie. Dans le game des marques de luxe qui veulent jouer à l'horloger, Hermès est donc très loin devant Vuitton, Chanel et tous les autres. Pour autant, elle court encore derrière les grandes manufactures traditionnelles, et si la croissance du département horlogerie n'est pas négative, elle est loin des performances affichées par les autres segments développés par la marque. Ainsi, si l'histoire d'Hermès avec l'horlogerie a maintenant 100 ans, et que les investissements sur le sujet sont gages de sérieux et d'ambition, l'image et le résultat sont à la traîne. On parle de 3% du chiffre d'affaires de la maison et d'une chute constante de cette proportion. La question maintenant étant pourquoi. Le produit, le cuir Hermès est d'excellente qualité, les finitions sont très bonnes, et les designs sont ceux poussés par la marque. Suffisant pour supporter le poids de l'excellence Hermès, il y a débat. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de montres sortent des ateliers chaque année. Trop
de montres pour que leur distribution se passe correctement. La communication, ici se pose toujours le problème de la marque qui fait tout. Une difficulté plus qu'une opportunité, sûrement. Comment être le meilleur quelque part quand on fait tout un tas de choses. Mais ceci passé, il n'y a pas de faute majeure dans la communication de la marque. Passons donc à la distribution. Hermès a des centaines de boutiques dans le monde, sans compter les pas moins de 1000 revendeurs de ses produits horlogers. Une fabuleuse opportunité, me direz-vous, et un moyen d'être partout et d'écouler beaucoup de montres. Oui, mais nous l'avons vu, les montres Hermès se vendent mal, raison pour laquelle certains suspectent les distributeurs d'user un peu trop des marchés parallèles, mais ce n'est pas là notre sujet. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'un surplus d'accessibilité n'a rien de bon pour une marque prestigieuse. La production et la distribution des montres Hermès sont, si l'on peut dire, productivistes, elles n'ont plus rien d'exclusive et ne sont donc plus désirables. Enfin, terminons par parler du prix, où se trouve, me semble-t-il, le cœur de la problématique du luxe traditionnel en général. Nous l'avons dit, Hermès a investi pour exister dans le milieu de l'horlogerie, conséquence de quoi les prix ont explosé. On est proche du x4 depuis 20 ans. Si la gamme Quartz se touche à 2000 €, c'est cher, mais c'est Hermès, la montée des montres mécaniques fait exploser la facture et on s'approche aisément des 6000 €. À ce tarif, Hermès doit faire face à une concurrence 100% horlogère, de Rolex à Omega en passant par Cartier. Une politique risquée quand on connaît l'image de la marque dans le milieu. De cette manière, Hermès est devenu, si l'on peut dire, trop cher pour sa clientèle traditionnelle textile maroquinerie, sans pour autant séduire les passionnés d'horlogerie capables de débourser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans une montre de luxe. C'est là toute la difficulté pour les marques de luxe. Où mettre le curseur prix-qualité sans affronter trop fort pour soi ou détruire l'image de la marque, et comment exister sur un marché qui semble ne pas vouloir d'elle. Le débat est ouvert, mais aucune marque, malgré des approches et stratégies variées et un succès sans pareil sur des marchés traditionnels, ne semble avoir trouvé la réponse. Nous aurons l'occasion de reparler d'Hermès dans cette série car il y a bien une collection rentable dans le milieu que nous n'avons pas abordée ici pour le réserver à un prochain épisode. Dans le prochain épisode, justement, nous nous intéresserons à la destruction programmée de l'horlogerie suisse par un japonais. Destruction qui, vous l'avez compris, n'a pas eu lieu, mais qui a quand même bouleversé le marché, voyant de nouveaux acteurs émerger et d'autres se replier sur ce qu'ils savent faire de mieux, créant l'horlogerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'attaque du soleil levant et l'opportunité dans la crise, c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode de Moment M, l'horlogerie. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.